swear. Bonjour à tous, à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Alors messieurs, on va s'intéresser au combat que nous n'avions pas couvert précédemment. Et puis bien évidemment, nous allons nous prêter au jeu des pronostics. On va commencer avec la suite de la main card, messieurs, avec un combat featherweight particulièrement intéressant entre Jeremy Stephens, l'ultime gatekeeper, contre Calvin Kattar qui est passé à un round de Zabit Magomed Sharipov. Alors messieurs, comment voyez-vous ce combat-là entre deux, finalement, allez, on va dire, membres du top 15 qui sont solidement ancrés dans la catégorie? Pour ma part, Calvin Kattar, on le connaît pour avoir, j'ai rematé récemment des combats de lui. Il a une anglaise qui est mais somptueuse. C'est un des seuls que je connais, en tout cas à l'UFC, qui a cette espèce de... Il le fait comme personne, d'avoir une anglaise où il touche, et il touche dur, parce que tu sens qu'il a un gros background en anglaise, et il touche vraiment à la toute fin de ses coups. Et c'est tellement stylé, parce que c'est compliqué de mieux utiliser son allonge, et même dans la cinétique et la mécanique des coups, que Calvin Kattar, et il a mis quand même KO Ricardo Lamas. Complètement. Et donc, ça va être intéressant contre Stephens parce que déjà, ils sont ultra spectaculaires tous les deux. Mais je sais pas, je vais mettre. Parce que pour moi, c'est assez serré et c'est un beau combat. Et on commence direct. Hein. Enfin, du coup, là, pronostic direct. Oui. Je vais mettre. Moi, je mets Kattar décision. Ouais, décision. Parce qu'il y a quand même peu de chances que ça ait décision, je pense. Mais moi, je vais dire Kattar aussi, et puis KO troisième. KO sur Stephens. Wow, oui, monsieur. That's ballsy. Ouais, l'exercice qu'on adore des pronostics. C'est lesquels on excelle. Nous vous invitons tous à participer également au pronostic en commentaire. Alors du coup, c'est moi de donner mon avis sur Kattar Stephens. J'aime bien me faire attendre. J'aime bien me faire désirer. Non. Ce que j'ai à dire sur ce combat, c'est que ils sont pas dans la même dynamique tous les deux. Quand même, Stephens, il n'est pas sur une bonne série. Bon, c'est au plus haut niveau, quoi. Il a perdu contre Aldo. Merde. Ah putain, j'ai un trou. Je commence à faire. Il a perdu contre José Aldo, contre Zabit, Magomed Zabit également. Et il y a eu un. Ouais, voilà, contre Yair Rodriguez et une défaite. C'est pour ça que j'avais plus la succession. Donc bon, c'est pas déshonorant, mais quand même, je trouve que Stephens ralentit un petit peu. Kattar, même s'il a eu quelques petites déconvenues, ça reste quand même un prospect qui est en voie de progression. Donc c'est un peu le coup de tampon qu'il faut valider là. C'est le coup de tampax, putain. Le coup de tampon qu'il faut valider, pour vraiment l'accréditer comme un prospect solide. Ouais. Moi, en fait, je suis d'accord avec ce que tu dis, Russ, mais tu me diras ce que tu en penses parce que je suis curieux d'avoir ton avis sur la question. C'est que je trouve que Kattar, il a effectivement une belle anglaise et c'est un très bon combattant, mais je trouve qu'il n'a pas un bon fight IQ. Contre Zabit. Même contre Moïcano aussi, où il se faisait tout le temps timer quand il rentrait sur son jab et il s'adapte pas en fait. Et Zabit faisait la même chose, c'est-à-dire à chaque fois qu'il a cette façon de faire les jabs, alors ça c'est un trick d'anglaise, ça n'a l'air de rien comme ça, mais généralement quand on fait un jab, on avance avec la jambe avant et le jab avant, en même temps, mais lui ce qu'il fait c'est qu'il a le bras déjà tendu, et au lieu d'avancer avec sa jambe avant, alors il faut que vous fassiez un peu les mêmes mouvements que moi pour comprendre, c'est sa jambe arrière qui va le propulser, donc en fait il masque son jab comme ça. Je sais pas si je me fais comprendre, mais bon, si vous le voyez combattre, vous allez tout de suite remarquer le truc en fait. Et en revanche, quand on fait ça en face de vous, c'est difficile à voir venir en fait. Ça fausse les distances. Mais néanmoins, il fait presque quasiment des 1-2 tout le temps. Enfin, c'est rare qu'il fasse beaucoup de combinaisons et c'est rare qu'il alterne les zones de frappe. Et c'est étonnant parce que, comme tu dis, il a une très bonne anglaise, mais j'ai l'impression qu'il a un peu cette malédiction de se dire
bah, quand je touche, je fais mal. Donc je vais un peu répéter un peu le même truc. Et franchement, contre Zabit Magomed-Sharipov, c'était rageant parce que il aurait vraiment pu, s'il avait mieux géré son troisième round, il aurait vraiment pu faire quelque chose parce que Magomed-Sharipov, il était complètement crevé à la fin du troisième round. Donc c'est dommage. Pareil contre Moïcano. Donc c'est pour ça, en fait, je me dis, pour battre Stephens, faut faire preuve d'un minimum de stratégie. Parce que quand même, c'est un mec qui apporte des choses vraiment difficiles à contrer si t'as pas le bon game plan, quoi. Ah, il pose une question. Il pose la question, est-ce que tu sais bouger, tu vois. C'est ça, en fait. Et c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est que en fait, je crois que je vais revenir sur mon prono, parce que en fait, Qatar, il n'est pas connu pour son mouvement, en fait. Et là, je suis en train de me dire, il y a moyen que ça tourne à pas un brawl, mais disons un brawl plus, un brawl un peu technique, quoi. Vraiment des échanges, assez rapprochés. C'est pour ça que je voulais avoir ton avis sur ça, sur la question du Fight IQ de Qatar. Parce que, effectivement, sur le papier, pour moi, c'est un combat que Qatar doit gagner. Mais moi, je suis pas convaincu. Je ne serais pas surpris qu'il le gagne, ne serait-ce que parce qu'il est plus vif et plus athlétique et plus tout ça. Mais je vais quand même donner Stevens par TKO. Oh Qu'à un moment donné, il va le coincer et sur un échange, il aura un peu plus de métier, un peu plus de dureté que. Alors, monsieur, moi, je change d'avis. je fais comme Polydomso, en fait. Parce que, effectivement, le problème, c'est qu'on l'a vu contre Yair Rodriguez et Zabit, c'était un combat un peu étrange, mais en tout cas, contre Yair, il faut quand même savoir un minimum bouger, il faut quand même être un minimum intelligent pour savoir gérer Stevens, parce que, comme l'a dit Polydomso, il est quand même assez prévisible dans ce qu'il fait. Mais de fait, comment dire oh purée, comment il s'appelle déjà Qatar. Calvin Qatar ne brillant pas par son fight IQ et ni son mouvement, en fait, je pense qu'il y a moyen que ça tourne très très vite en autre boudin. Donc je vais mettre aussi Polydomso. Je vais mettre aussi je les prends Stevens. Ouais. Un versus un dans la gare. Et je mets donc Stevens par décision. Parce que Qatar a quand même un bon menton et il est tough as shit. Non, donc je vais mettre quand même dur, décision. Je me suis un peu emballé. Non, mais pour juste terminer sur le truc, parce qu'on dit tout le temps il faut un game plan pour battre Stevens et tout, c'est juste, en fait, un des trucs qui fonctionne très bien contre Stevens, on l'a dit dans d'autres podcasts, mais on le répète parce que ça mange pas de pain, c'est qu'en fait, il a du mal à enfermer l'adversaire et quand il suit quelqu'un, il ne frappe pas. Il y a des moments, en fait, son combat contre Magomed-Sharipov ou même contre même Moïcano, Yair, je trouve qu'il laissait un peu plus de place aux accrochages. Mais en fait, si tu as des bons déplacements latéraux, il va passer un round entier à essayer de se replacer, en fait. Et tu peux gagner vraiment du temps comme ça et gagner le combat. Tandis que c'est ce que Rodriguez avait fait, d'ailleurs. On se souvient de la fin du combat où il commençait un peu à fatiguer. Tandis que si tu vas au charbon, c'est. Moi, j'en connais pas beaucoup qui ont réussi à le. Je sais pas comment on pourrait dire, out-toffer, tu vois, genre. Faut être Aldo, quoi. Faut être Aldo, ouais. C'est Aldo qui, à mon sens, le dernier qui a réussi à faire ça, quoi. Donc voilà. Complètement, messieurs, bien. On va passer ensuite au rematch que personne n'attendait particulièrement entre Donald Cowboy Cerrone et Anthony Pettis. Donc deux vieux de la vieille qui là, messieurs, sont sur des pentes de leur carrière. Enfin, clairement, on se rapproche de la fin. Puisqu'Anthony Pettis qui enchaîne victoire et défaite, là, sur 2 défaites consécutives face à Nate Diaz et Ferreira, qui est un des chouchous de notre cher Poli Domso. Et puis, Donald Cowboy Cerrone, 3 défaites consécutives. Certes, face à la crème de la crème, donc crème de la crème, on parle bien sûr de Tony Ferguson, Justin Gaethje et Conor McGregor. Avancé, il avait quand même très bien débuté son année 2019 en battant Alex Hernandez et petite démonstration face à Ali Aquinta, qui est un véritable membre du top 10. Donc ça se déroule en lightweight, messieurs. Donc, et puis on rappelle que pour le premier combat, c'était bien évidemment Anthony Pettis qui s'était imposé. Alors messieurs, pour cette revanche, tant attendu, qui sera main event des prélims. Olivier, j'ai un peu de mal à être excité par ce combat. En fait, je sais que ça fait plaisir et ça va sûrement être cool et c'est bien, mais j'ai l'impression que sans être complètement bon pour la carte Verbeil, on va pas exagérer non plus, quoi. Mais ils sont pas à leur top, quoi. Ils sont plus à leur top et ça fait plaisir.
ça va délivrer, je pense. Ça va être un combat intéressant parce que tous les deux n'ont pas le style pour faire particulièrement chier l'autre. Donc en fait, ça va à mon avis bien circuler, bien échanger et ce sera cool. Mais j'ai du mal à être emballé. Ouais. J'aurais tendance à quand même privilégier un peu plus Pettis sur ce match-up-là. Quand même si je trouve qu'il est moins constant, Pettis, mais il a quand même, comme ils vont être à distance ils vont pas mettre la pression l'un sur l'autre en fait. Et moi, tel que je vois le combat, ils vont échanger à distance. Ça va être essentiellement un match de kickboxing et quand même Pettis, si tu le laisses s'exprimer et qu'il peut exploser, bah on a vu, il a mis KO Stephen Wonderboy-Thompson dans ces cas-là, donc je pense qu'il en a encore sous le pied plus que Cowboy Cerrone. Ouais, pareil, c'est vrai que c'est un peu un combat. C'est un combat entre deux vétérans en fin de carrière et il y a vraiment, pour le coup, quasiment aucun enjeu puisque pour les deux, en fait, t'as des vétérans, tu sais, où tu es un peu dans le mood, ouais, ils peuvent être sur le retour pour un nouveau run pour le titre, etc. Ouais. Que ce soit Pettis ou Cowboy, dans les deux, dans leur discours et dans leur combat, il y a vraiment un côté, bon, bah, là, vraiment, c'est fini et on commence à s'amuser un peu. Et du coup, vu qu'il n'y a même plus cette étincelle, tu sais, qu'on les. Et c'est pour ça que je le respecte énormément, les mecs comme Arlovski, tu sais, ils peuvent être sur 3 KO d'affilée par défaites par KO. Ils ont quand même ouais, mais je vais quand même. Je veux proposer un truc pour le titre, etc. Ouais. Là, comme il n'y a même pas cette excitation, vraiment, je suis d'accord, c'est très compliqué de s'exciter pour ce combat, si ce n'est que techniquement, ça risque d'être très intéressant. Et pareil, vraiment, je ne peux pas rajouter grand-chose. Ça va probablement être debout. Si ça ne va pas debout, à la limite, je serais presque plus excité, en fait, juste pour avoir un scénario un peu différent et avec deux gars qui sont quand même très, très, très bons au sol. Complètement. Ça ferait des scrambles intéressants. Vraiment, ce serait kiffant. Mais que ce soit au sol ou que ce soit debout, je pense qu'effectivement, c'est pas pour rien qu'il a été champion et Cowboy non, quoi. Je pense qu'il y a un petit edge, il y a cette petite différence qui a fait la différence toute leur carrière et qui va avantager Pettis aussi, je le crois, pendant ce combat. Et je crois pas que tu aies donné de round ou de finition. Ouais, je vois un KO de Pettis au deuxième round. Ouais. Mais en fait, c'est terrible parce que je vais dire quelque chose, on a l'impression que je sous-estime Cerrone et c'est loin de moi cette idée. Je pense qu'en fait, le truc, c'est que, comme je dis, tel que je vois le match se dérouler, c'est qu'ils vont rester à distance. Tous les deux, c'est des combattants qui détestent qu'on les presse et qu'on leur mette la pression. Ils ont à peu près le même défaut, mais qui s'expriment de manière différente. En revanche, Cerrone, par rapport à Pettis, je trouve qu'il a un jeu, même debout, qui est beaucoup plus complet que Pettis, qui est moins minimaliste. Pettis, c'est vraiment un sniper-striker. Parce qu'il a un peu comme, bon, la comparaison encore une fois est un peu lointaine, mais c'est une image, mais un peu comme Crocop. Crocop, debout, c'est pas le jeu le plus sophistiqué qui soit, mais il est tellement explosif, enfin surtout quand il était dans son prime, il est tellement explosif que tu sais jamais ce qui va partir. Entre le bras arrière, le middle kick ou le high kick, tu sais jamais ce qui va partir. Et Pettis, quand il était à son meilleur, par exemple, on se souvient de son combat pour le titre contre Benson Anderson, les middle kicks, mais tu les vois partir, quoi. C'est même pas une demi-seconde, c'est une balle de fusil, quoi, le truc. Et en fait, c'est ça, en fait, qui le place, à mon avis, malgré le fait qu'il a un jeu beaucoup plus, j'allais dire minimaliste que Cerrone, parce que Cerrone fait quand même des combinaisons, il varie les niveaux, il fait tout ce qu'on voudrait, ce qu'il faudrait faire selon les bouquins, quoi, tu vois, selon les manuels académiques de combat, tu vois, s'il en existe. mais en fait, il lui manque cette vitesse, en fait, et cet athlétisme, et franchement, c'est injuste, mais bon, c'est comme ça, quoi. Pardon, je termine juste. Pettis a bien adapté son style de striking à ses dispositions naturelles. Et ça lui donne, à mon avis, encore aujourd'hui, un petit avantage sur Cerrone. Ouais, complètement. C'est vrai que, tu vois, tu as cité son combat contre Benson Anderson. Il y a aussi son comment dire, je sais plus comment est-ce qu'il finit le combat. Je crois que c'est une soumission, mais contre Gilbert Melendez. Il est contre la cage, il a le dos contre la cage et il place, mais vraiment, c'est un laser. Il place, et je crois que c'est un direct du droit, un direct du bras arrière. Et sur Melendez qui lui met la pression contre la cage. Et c'est vraiment ça, il a ce petit grain de folie qui l'a rendu excitant, qui fait que c'est showtime, etc. Mais qui fait qu'en plus d'avoir de très bonnes bases, il est capable de vraiment finir le combat sur une inspiration. Et c'est peut-être finalement un petit peu ça aussi qui manque à Cowboy. C'est vrai, c'est le fait que c'est un charbonneur et il est quand même.
quand il rentre dans son flow, c'est somptueux. Mais voilà, il lui manque aussi ce petit grain de folie qui fait que, qu'ont des mecs comme Pettis, quoi. Et toi, Guillaume? J'attends le pronostic, messieurs. Moi, je dis KO Pettis round 2. Ouais. Pas original du tout, mais je vais dire aussi KO Pettis, mais allez, round 3. Et c'est juste parce que j'aurais dit round 2, mais sinon je fais tout pareil que Pays Domso, et je peux pas me permettre quand même. Tu peux pas te le permettre, ouais. Non, mais je pense aussi KO de ce pauvre KO de ce pauvre Cowboy Cerrone, parce que c'est vrai que au regard du premier combat, de ce qu'on sait clairement ce qui se passe, parce qu'on le voit énormément combattre ce cher Cowboy, il n'y a rien là qui nous laisse présager qui va changer sur ce combat-là. En plus, à part contre Jamie Warner, il a perdu toutes ses revanches, je crois. C'était certes face à des top fighters qui sont RDA et notre cher Benson Anderson, mais là, je pense que pour lui, ce sera un petit peu de trop. Et puis c'est vrai que mine de rien, j'ai pas envie qu'il y ait ça, mais j'ai vraiment peur, comme l'a dit Polydomso, qu'on ait un vrai déclin, là, quand même, qui soit amorcé pour Cowboy Cerrone, malheureusement. Bien, messieurs, on va poursuivre avec... Voilà. En heavyweight, deuxième combat heavyweight, troisième, pardon, de la carte, entre Alexei Oleinik et le revenant Fabricio Werdum, messieurs. Attends, alors là, ça commence à me titiller les tétons, là, tu vois. Ça commence à m'intéresser, mais vraiment. Mais le plus marrant, ce serait que ça se passe exclusivement debout, ce combat, quand même. Et il y a moyen, en plus. Ils peuvent vraiment nous priver d'un petit plaisir de curiosité, quoi. Mais d'un autre côté, je pense pas non plus, parce que s'il y a bien un truc qui caractérise la carrière de Alexei Oleinik, et c'est pas le cas pour Werdum, parce que Werdum, il a eu à un moment donné son passage aussi chez Rafael Cordero, qui avait fait des miracles. On se souvient de son combat contre Travis Brown, où vraiment, ça avait été vraiment magnifique. Mais Oleinik, quant à lui, quand même, ce qu'il caractérise, c'est que lui, il est constamment dans la recherche de te mettre au sol, en fait. Il n'est pas du tout dans le délire de se tester debout. De toute façon, il ne peut pas vraiment, parce que il a les mains lourdes. Même face à Werdum, quand même. Même face à Werdum, il est très loin de Werdum debout. Ah oui, non, clairement. Et c'est pour ça que il va faire comme d'habitude. Et même si, de toute façon, je pense que voilà, il a qu'une envie, c'est te choper, te prendre en clinch, te faire tomber, ou même pull guard, tirer la garde s'il le faut, t'amener au sol, et puis soit on va chercher la Von Fluke, soit... S'il arrive à placer le Ezekiel Choke sur Werdum, non, mal, quoi. Enfin, ce sera impossible. Alors, ce sera impossible. Il est trop bon au sol, Werdum. Il est trop bon au sol. Voilà. Et c'est le problème qui fait que pour moi, à moins d'une énorme surprise, et franchement, je serais vraiment content parce que j'adore Oleinik et sa personnalité, mais donc debout, on a dit qu'il n'y avait pas photo, et il n'y a probablement pas photo, et je ne vois même pas un chaos surprise comme il y en a en poids lourd, parce que Oleinik est quand même très très lent. C'est-à-dire qu'il y a des gros overhand right, mais vraiment il va aller chercher à Moscou, il revient, mais Werdum est quand même assez assaisonné. Et au sol, on rappelle pas le pédigré de Werdum, mais bon voilà, quand même champion de la DCC poids lourd, champion du monde de jiu-jitsu brésilien, c'est un des meilleurs transfuges du monde du jiu-jitsu brésilien à l'UFC, en tout cas en poids lourd, ça c'est sûr. Et donc au sol, j'ai beaucoup de mal à voir Oleinik surprendre Werdum. À moins qu'il sorte cette fois-ci, qu'il n'aille pas pour la soumission, mais pour le ground and pound. Et là, ce serait intéressant. Mais même si... Même dans une situation où il serait dans la garde de Werdum... j'ai du mal à imaginer. Je pense c'est terrible parce que Oleinik, c'est peut-être un des meilleurs et un des plus, on va dire, atypiques dans son approche au sol dans cette catégorie. Mais il y a quand même des niveaux en fait dans ce domaine-là. Et c'est vrai que Werdum il est quand même beaucoup plus loin en fait, beaucoup plus haut. Et la plupart du succès d'Oleinik, c'est justement qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont, à mon avis, surpris. Des techniques qu'il amène, parce que c'est des techniques qui sont vraiment peu utilisées, quoi. C'est vraiment le genre de truc, c'est que qu'on te montre à ton premier coup, on te dit de toute façon ça marche pas, donc vas-y. Genre les bras-têtes en clinch contre la cage debout, c'est extraordinaire. Il les tente, hein. Mais il les tente, et en fait je pense qu'il est quand même très fort et ça doit surprendre quand même pas mal de gens. Je pense qu'à mon avis il y a ce facteur aussi parce que il a soumis quand même, hein. Bah ouais, en scarfold en plus, c'est genre vraiment en tirant le truc, genre gros cop quoi. Donc c'est quand même très étonnant. Donc passer ça,
franchement, je pense que c'est un match qui va être super distrayant. Il va y avoir quand même, à mon avis, des trucs un peu funky. Après, il y a une inconnue, c'est quand même Verdum. Son dernier combat, c'est la défaite contre Volkov. Volkov, mais après, Ouais. je lui donne quand même un petit passe-droit pour celui-là, parce qu'on l'avait regardé avec notre cher Ross d'ailleurs, ce combat, puisqu'il y avait aussi Tom Duquesnoy sur la carte. Et c'est vrai qu'il s'était un peu fait happer par le public qui se mettait à siffler. Ouais. Il s'était dit, bon, bah ok, je vais brûler. Ce qui n'est pas une bonne idée contre Volkov. Donc, ok, ça se termine en KO, mais c'est pas comme si il se faisait complètement bouffer sur tout le combat. Ouais. C'était il y a combien de temps d'ailleurs? C'était il y a 2 ans, parce qu'il y a eu la suspension. Il y a 2 ans. 2 ans, ouais. Ouais. Ça nous rajeunit pas. Hein. Ah putain. Mais ouais. Mais en 3 rounds, moi, si je dois donner un truc, je dirais décision unanime de Verdum. Ouais. Oui, parce que je vois mal le soumettre aussi quand même. Ouais, à la limite. Ouais. À la limite, moi je vais quand même mettre soumission parce qu'on l'a vu quand. Et d'ailleurs, généralement à l'UFC et particulièrement chez les poids lourds, quand 2 spécialistes des soumissions se rencontrent, généralement ça se finit en soumission. Et c'est paradoxal. Non, pas paradoxalement, ça va rarement à la décision. Chez les poids lourds, on se souvient de, je pense à qui, Josh Barnett contre Frank Mir Nogueira, Josh Barnett contre. Putain, c'était qui du coup? Ben Roswell? Non, si, Ben Roswell. Ouais. Qui se même fait Big soumettre. Nog Verdum. Big Nog Verdum. Donc, c'était. Oui, je crois que il y en a un des deux. Je crois que c'était Big Nog Verdum où c'est ultra spectaculaire. Il y a des retournements dans tous les sens et tout. Je crois que c'est. Je sais plus. Non, c'est Frank Mir. Où ça se finit en. Oui, c'est Frank Mir. Où il lui pète la coiffe des rotateurs là. Oui, ouais, c'est ça. Et donc voilà. En plus, c'est Frank Mir, il amorce la transition sur la Kimura alors qu'il est à moitié KO debout. Enfin, le match, il est quand même assez ouf. Hein. Il est fou. Ouais. Franchement, Nogueira, mais quelle légende. Mais donc, je pense qu'il va y avoir une soumission en fait. Et je pense que ce sera Verdum. Donc, je mets Verdum soumission round 2. Bien. Alors, messieurs, pour finir cette carte préliminaire, un combat, nous allons d'ailleurs commencer par Ross, avec l'un de ses chouchous. Donc, Uriah Hall qui affronte Ronaldo Jacare Souza. Donc, une opposition de style sur le papier, même si c'est vrai que notre cher Jacare, depuis maintenant, je dirais 2-3 piges, il aime bien rester debout. Il est assez lent, mais il a envie de faire parler sa puissance. Donc, soit ça peut très bien se finir comme contre Chris Weidman, ou soit il peut se faire dépasser face au Hermansson ou face aux modèles un petit peu plus rapides que sont les Kelvin Gastelum. Et puis, Uriah Hall, on connaît toutes ses qualités, mais c'est vrai qu'il y a des failles mentales assez évidentes. Exactement. Ouais. Bah, c'est pour ça que, personnellement, j'ai un peu peur parce que Jacare Souza, c'est pas n'importe qui. Ouais. Et voilà, il y a un petit passif et voilà, vraiment prenez en compte que c'est un des combattants que vraiment parmi mes chouchous, mais il a quand même cette espèce d'historique de plier sous la pression face à des adversaires qui sont quand même le cran au-dessus. Ouais. Même s'il y a eu les Gegard Mousasi premiers du nom avec le horse kick qu'il a réussi à placer. Vraiment, mais là, il peut le faire. Il peut largement le faire. Il en a les capacités. Mais je sais pas, j'ai du mal à le voir. Il va avoir probablement des moments de brillance contre Jacare. Je sais pas. Même debout, je sais pas. Je vois Jacare potentiellement mettre la pression et réussir à le toucher. Ah bah oui. Et puis au sol, je sais pas, tu sais, sur un. Je le vois aussi, tu vois. Je le vois vraiment arriver, un espèce de. Il tente un kick, Uriah Hall, un spinning back kick, un truc comme ça. Il se fait choper, il se fait mettre au sol, il se fait soumettre, quoi. Ouais. Donc, il a ses chances, mais voilà, je dirais vraiment, il a les mêmes chances qu'il aurait contre les Mousasi, les gars comme ça. Donc, personnellement, moi, mon prono, ce sera Jacare, et puis je vais dire Jacare soumission round 2, quoi. Chips. Non, mais tout pareil, en fait, c'est malheureux la chance qu'a Ronaldo. Putain, non, je suis fatigué. Ronaldinho non, Uriah Hall, la chance qu'il a, c'est que Jacare, à mon avis, il ralentit. Ouais. Encore une fois, c'est pareil, il est sur le déclin, il est moins rapide. Je trouve par exemple que ses entrées en double. Il n'a jamais été très subtil dans sa façon de faire. C'est pas quelqu'un qui construit ses takedowns ou qui les fait en réaction à la manière d'un Georges Saint-Pierre. Ça a toujours été un peu frontal, mais il y a quelques années, il était d'une explosivité. Il n'avait pas besoin de développer, quoi. Il t'envoyait un double et. Tu n'avais pas besoin de développer pour te coucher. Oh
Mais est-ce que tu penses que c'est parce qu'il vieillit ou parce qu'il est tombé un petit peu amoureux de ses mains? Parce que mine de rien, c'est vrai qu'en striking. Mais c'est peut-être un peu des deux. C'est-à-dire, il se rend compte que ça consomme quand même vachement plus d'énergie. Je pense que le match qui a été révélateur, c'est son combat contre Bronson 2? Whittaker. Ah Non, oui. parce que Whittaker, ouais. il a vraiment essayé de placer au forceps, les amener au sol et il s'est épuisé en fait. Il a perdu Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles il a perdu ce match. Et je pense que maintenant, il a développé un style d'anglaise que j'aime bien. Moi, il est assez statique, c'est ce que je lui reprocherais, mais au moins, tu vois, il sait qu'il faut varier pour varier les niveaux pour pouvoir déclencher ses coups en ligne haute. Et c'est comme ça qu'il a eu Weidman alors qu'il perdait les deux premiers rounds et il l'a surpris comme ça. Donc, il a toujours de quoi troubler beaucoup de gens, surtout les gens qui sont un peu inconstants. C'est le problème du Uriah Hall. Je ne saurais dire mieux que Russ, c'est que tu vois, il a toujours ce $1 million shot en lui, c'est-à-dire il peut vraiment, je pense, c'est un mec dans la bonne nuit, il peut mettre KO virtuellement n'importe qui en fait. Mais le truc, c'est que c'est une roulette russe et ça passe pas. Lui-même, à mon avis, il le sait. Il se dit, ah merde, bon, c'est pas passé quoi. Et tu vois, l'image que tu as eue là du coup de pied sauté retourné qui foire et que ça mène à une mise au sol et que ça mène à une soumission genre rear naked choke. Mais je lève pas. Tu vois, c'est quand j'ai vu sur Sherdog Jacare Souza, Uriah Hall, j'ai vu cette image-là et moi je la vois au fin du premier round en fait. Oh ah oui. Mais en fait, pareil, je serais très content en revanche que Uriah Hall accroche ce scalp en fait, mais j'ai un peu perdu espoir en fait. Complètement. Et puis même, il y a eu, par exemple, ne serait-ce que le combat contre Paulo Costa, on a beau dire ce qu'on veut, de tout ce qu'on a vu, c'est peut-être celui qui est passé avec Yoel Romero, mais beaucoup plus tôt, plus proche de justement mettre KO quand même Paulo Costa, sauf qu'au bout d'un moment, ça s'est croisé, il a vu qu'il n'arrivait pas à le finir, malgré tout le succès qu'il avait en jab, et il a fini par s'écrouler. Donc c'est quand même... c'est compliqué. Et puis, la revanche aussi contre... Néanmoins, s'il a ce game plan qu'il avait contre Costa, mais contre Souza, comme Souza est quand même beaucoup moins mobile que Costa, il y a moyen que là, à mon avis, s'il part avec le même état d'esprit en se disant je vais bouger, je vais jabber, je vais float like a butterfly and sting like a bee, là, franchement, je serais content et je pense qu'il aurait largement ses chances face à Ronaldo Souza. En revanche, s'il fait du classique Uriah Hall, c'est-à-dire il tente un kick, il tente un coup de pied retourné, ça marche pas, puis il reste statique et tout, il va se faire bouffer. Exactement. Et donc c'était la revanche contre Moussassi. Où là, c'était terrible parce que tu avais un Moussassi qui voulait vraiment montrer qu'il y avait 2 classes d'écart. Et on l'a tous vu. Et ça, franchement, ça doit être terrible, mine de rien, pour un combattant aussi. Oui, mais justement, en fait, c'est ça. Je sais pas. Ça doit être très frustrant pour Uriah Hall parce qu'il a quand même, il a eu toutes les opportunités du monde. Il a eu l'opportunité contre des gars comme Moussassi, il l'a contre Jacare, il l'a eu contre, du coup, comment s'appelle-t-il, Borachinia. Il a vraiment eu des opportunités contre tout le monde. Et à chaque fois, dans les grands moments, à part, c'est vrai, Moussassi, mais tu as plus l'impression d'un flouk, et ben voilà, il s'est effondré. Et c'est vrai que c'est vachement frustrant parce que je sais pas qu'est-ce qui se dit Uriah Hall. Parce que, tu sais, il a le talent de finir n'importe qui, il a le talent d'aller tellement loin parce qu'il a des facultés athlétiques incroyables. Et pourtant, voilà, il en est encore là. C'est l'éternel. C'est l'éternel, comment dire, l'éternel espoir, quoi. C'est le mec, même à 35 piges, on a l'impression, c'est un prospect, non, il peut faire des trucs, mais en fait, non, il peut plus vraiment, tu vois. Exactement. Et c'est vrai que c'est frustrant parce que c'est quand même un gars. Il est vraiment abonné au truc, mais stellaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme Michel Pereira, ils sont capables de faire des trucs de ouf, mais tu sais que ils n'arriveront jamais vraiment à le faire contre qui que ce soit très très haut placé. Uriah Hall, c'est ce mec qui est capable de faire des Michel Pereira, mais contre des gars comme Moussassi. C'est quand même hallucinant. Et même, donc il peut faire ça, mais il peut aussi effectivement maintenir en respect pendant un round un gars comme Paulo Costa, avec juste le jab, ce qui est quand même hallucinant. Et il est capable de finir des mecs en étant sur son dos avec des punchs quand même, comme il l'a fait au TUF. Enfin, c'est quand même un gars qui est capable de prouesses qui sont vraiment jamais vues presque, quoi. Et pourtant, voilà, là, ça se trouve, il va nous faire un truc de ouf. Ça se trouve, il va, tu sais, comme seulement lui peut le faire, il va jabber Ronaldo Souza sur 3 rounds, mais c'est des jabs de Uriah Hall quand même, donc c'est du lourd, quoi. Il va peut-être le défigurer, il va peut-être, et le lendemain, les journaux titreront
avec seulement son bras gauche, avec seulement un jab. Regardez l'état dans lequel il a mis Jacare Souza. Et puis le combat d'après, il va se faire mettre KO, tu vois. Donc en fait, on ne sait plus trop quoi dire quoi, sur Arya Stark. On va reprendre un petit peu le sourire, messieurs, avec le combat en ouverture, le main event des early prelims entre Vincente Luque et Nico Price. Voilà, ça fait partie des combats les plus fun de la soirée. Sinon, le combat le plus fun de la soirée de l'UFC, entre deux gars qui sont abonnés au bonus, Vincente Luque qui sort d'une défaite, on va dire, pour le plus gros combat de sa carrière, on va dire, contre Wonderboy, où il s'est pris une petite démo de la part de notre cher Wonderboy qui montrait qu'il était toujours vivant. Et de l'autre côté, Nico Price qui a définitivement enterré la carrière de James Vick avec un superbe KO sur un up kick qui a laissé vraiment pour mort notre cher James Vick. Alors, messieurs, pour ce combat-là, on peut dire, mine que pour le coup, Nico Price, il cherche toujours sa victoire un petit peu, on va dire, marquée, entre guillemets. En fait, c'est terrible, mais j'ai pas grand-chose à dire sur Nico Price. C'est un des combattants que je suis pas trop et Pareil. C'est pas que j'aime pas ou c'est qu'il me marque pas en fait. À chaque fois que je vois un combat de lui, je suis genre ah c'est pas mal, ah c'est bien, et puis après j'oublie en fait. Et j'ai plus d'intérêt pour Vincente Luque. Donc il se peut que je sois biaisé en fait sur mon pronostic et c'est même fort probable parce que j'ai vu plus finalement par la force des choses de combat de Vincente Luque. Et bon, malgré le fait qu'il se soit pris, comme tu l'as dit, la petite démo, tu vois, c'est la classique comme quand tu joues à Crash Nitro Kart et que tu essaies que as le spectre qui est devant toi et qui fait la course parfaite et qui derrière, bon, bah, c'est un peu ça qui s'est mangé contre Stephen Wonderboy Thompson. Ouais. Mais il y a quand même quelques moments où il l'a touché, il l'a contré sur le combat. Et donc, du coup, ça montre quand même, si debout il arrive, tu vois. Et il a affronté une meilleure opposition en plus. Enfin, il a quand même affronté, attendez que j'y sois, il a quand même du Mike Perry. Cette guerre contre Mike Perry. Ils se sont déjà affrontés en plus, Luque et Price, je savais même pas. Et Luque a déjà gagné en fait par Dark Choke il y a 2 ans. Il est étrange ce combat. C'est juste pour le spectacle donc quoi. Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai que Nico Price, on sait pour le coup clairement ce qu'il apporte. Il a jamais vraiment changé. Et là, je pense que l'objectif de l'UFC, c'est d'avoir entre guillemets, un fight of the night à moindre frais, un peu comme quand il y avait eu Vicente Luque contre Mike Perry. Tu sais ce que Mike Perry apporte, même s'il a perdu contre les Cowboys Cerrone, même s'il y a eu ces combats-là qui, entre guillemets, à chaque fois, sont censés servir de piqûre de rappel, elles n'arrivent jamais finalement. Et là, je pense que pour l'UFC, c'est l'occasion de s'offrir un bon combat debout pendant 3 rounds. Et c'est pour ça que je pense que notre cher Luque va s'imposer. Et décision, je pense. Ouais, pareil. Je sais pas, parce que Nico, il est quand même dur. Et, il est dur, mais c'est. Excuse-moi. Il a quand même pris. Je viens de voir qu'il a quand même pris plusieurs KO. Il s'est fait finir assez souvent. Et sur les 2 dernières années, il s'est quand même fait finir 3 fois, dont 2 par KO. Ouais, mais quand il se fait finir, il se fait salement finir. C'est pas. Justement. Ouais, mais c'est pour ça en fait. Et tandis que Luque, il a quand même l'air d'avoir la calebasse solide. Et sur ce fait totalement, parce que je l'ai même pas vu, je sais, Nico Price en fait, pour être tout à fait honnête, c'est comme Poedomso, tout ce que je connais de lui, c'est que je connais sa page Wikipédia, je sais qu'il a mis un KO en up kick, qu'il a mis ce KO incroyable, je crois contre Randy Brown contre la cage, avec ses, mais voilà c'est ça, voilà ça c'est Nico Price, mais c'est tout ce qu'on sait sur lui en fait, donc. Ouais, pareil, Vicente Luque, mais je vais quand même dire KO 3e round. Oh, je veux que des finishes sur cette carte. Bon voilà messieurs. Voilà messieurs, pardon. J'avais oublié notre cher. C'est un peu court, jeune homme. Notre cher Bryce Mitchell, undefeated, baddest motherfucker on the planet, qui sort tout juste de la victoire par soumission de l'année que nous avons salué lors de nos Last Year Awards et qui affronte Charles Souza pour un combat intéressant qui est certes en ouverture de carte mais qui montre quand même que l'UFC compte beaucoup sur Bryce Mitchell pour pas le renouveau mais pour le futur on va dire de la catégorie featherweight face à un quand même gros client pour lui. Ouais. Est-ce que tu me peux commencer Poedomso puisque je porte dans mon cœur tout honneur. Pour ma part alors je vais quand même par contre je vais y aller direct et je vais vraiment le dire malheureusement directement.
Je pense que c'est un de mes combattants favoris, Bryce Mitchell, de ces dernières années. Il ne sera jamais champion, je pense. Mais vraiment jamais. Euh, que ce soit par son style, que ce soit aussi par le fait que je pense qu'il n'a pas. C'est quelqu'un que j'adore justement pour ça. C'est-à-dire qu'il passe beaucoup de temps aussi à faire autre chose à l'extérieur, à mener sa vie, etc. Je ne pense pas qu'il ait cette espèce de folie qu'ont les champions de s'entraîner, de ne penser qu'à ça, d'avoir cette. L'éthique d'entraînement, il l'a, mais de vraiment s'entraîner H24, d'avoir comme c'est le cas pour les champions, on le sait, quoi, d'être tellement dévoué à son craft, d'être dévoué à ça, que oui, tu as ce truc-là, tu as cette classe de plus que les autres. Pour avoir cette classe de plus que les autres, il faut la mériter, il faut la gagner, il faut la travailler. Et c'est vraiment dans la salle et au nombre d'heures qu'elle se débloque, quoi. Et je pense qu'il aime trop sa vie à l'extérieur, de chasseur, de machin, pour véritablement devenir et être champion à l'UFC. Cela dit, je pense que ça deviendra un mec super spectaculaire, un fan favorite, un Mike Perry plus, parce que je pense qu'il il aura plus de skills. Mais voilà, je ne le vois pas champion, ce sera juste un mec spectaculaire. Voilà, maintenant que j'ai dit ça, personnellement, en tout cas, c'est parfait au niveau matchmaking pour moi parce que Charles Rosa, c'est vraiment le parfait step-up. C'est un mec qui a affronté déjà des gars très très bons, Yair Rodriguez, des Dennis Siver, des Kyle Bochniak et tout ça. Donc c'est le parfait step-up en compétition pour un prospect qui a 12-0 et qui veut de la viande fraîche, mais vraiment qui commence à être classé. C'est le test parfait. Pour Charles Rosa, c'est bien parce que voilà, ça lui permet de se tester contre le prospect. Donc c'est génial sur tous les tableaux. Et stylistiquement, voilà, alors Bryce Mitchell, c'est un gars qui il adore la chicorre, il adore la castagne. Donc si c'est debout, c'est pas un problème. Il a un style qui est peu académique, mais relativement efficace. Il est capable de mettre knockdown des gars, de les mettre KO. Il a vraiment un style qui est étrange. Il est beaucoup sur les réflexes, il est beaucoup sur voir les coups, les paris au dernier moment, mais il est très droit. Mais en même temps, quand il frappe vraiment dur. Il a cette espèce de masque quand il avance, il est en mode vraiment je serre les dents, j'avance et voilà, tu mords ton protège-dents et tu vas à la castagne, mais avec vraiment beaucoup de skill et une compréhension de l'espace et une compréhension des échanges qui est vraiment intéressante. Et oui, il n'est pas traditionnel, mais je trouve que c'est quand même assez efficace. Donc ce sera intéressant de voir ce que ça donne contre un gars comme Charles Rosa, qui est vraiment, il est assaisonné, le gars. Et au sol, c'est là où ce serait vraiment le plus intéressant. Que si ça y va, Bryce Mitchell est donc prodige, il faudrait voir parce que faudrait vraiment, le voir face à des spécialistes du sol qui les soumettent et les possèdent pour pouvoir parler de prodige. On sait qu'il s'entraîne avec Eddie Bravo, on sait que alors il s'entraîne et ça aussi c'est une des raisons pour laquelle je ne pense pas qu'il sera champion. Quoique, on a vu récemment les Miocic, les Tony Ferguson, mais il s'entraîne chez lui dans l'Arkansas, encore dans son gym, et il l'a dit qu'il ne voudrait pas aller dans d'autres gyms que celui-là. Ouais. Donc, en gros, il l'a dit, et quand tu l'entends, tu sais que c'est vrai. Il ne bougera jamais de son gym à l'Arkansas avec là où il a sa vie et ces trucs comme ça. Donc, mais il s'entraîne comme de temps en temps avec Eddie Bravo. Il a soumis ses adversaires et à chaque fois, quand il les soumet, c'est des masterclass au sol. Ouais. Donc voilà, je m'arrête là parce que c'est un monologue total, mais je vais mettre Bryce Mitchell, je vais mettre quand même Bryce. Ça va être plus compliqué, mais j'espère quand même qu'il montrera qu'il est au-dessus. Et je vais mettre victoire par soumission au 3e round après une bonne guerre contre Charles Rosa. Oh Ouais. J'ai pas grand chose à ajouter. Russ a tout dit. Il a bien présenté Bryce Mitchell. Le seul truc que j'ajouterais, c'est que Rosa a quand même pas mal de performance of the night. Donc ça risque d'être un peu feu d'artifice. Donc il a une expérience contre des sérieux gars aussi quand même. Ouais. Donc c'est un peu le test qu'il faut à un moment donné. Et je pense que c'est c'est pas au niveau de Jeremy Stevens, on n'en est pas là, tu vois, mais c'est une étape quand tu es un prospect de rencontrer ce type de profil. C'est cool que ce soit maintenant, c'est cool que ce soit sur cette carte. Et Bryce Mitchell, alors j'ai peut-être pas l'engouement qu'a Rust pour lui, mais je le trouve très sympathique et il a ce flair pour les soumissions en transition qui est vraiment cool. Il a
un bon instinct de finish. Alors, encore une fois, le problème, c'est qu'on ne sait jamais si le fait de trouver de réussir à faire une solo F stretch, ça impressionne, tu vois, ça met des étincelles dans les yeux, mais en fait, c'est pas forcément ça qui fait de toi un excellent grappleur. C'est un peu comme tu sais, les coups de pied retournés ou les coups de pied sautés pour le strike. Ça fait cool quand tu mets un KO comme ça. Mais en fait, plus tu avances dans ta pratique du striking, plus tu te rends compte que le mec qui a un bon jab, c'est un tueur à gage en fait. Et pourtant, c'est le premier coup que tu apprends en fait. Et c'est pareil pour le sol, quand tu regardes les meilleurs grappleurs, généralement, après il y a toujours des exceptions, c'est des mecs qui ont des fondamentaux ultra solides. Donc effectivement, il a une telle aisance au sol et c'est aussi le style Eddie Bravo. Hein. Ils cherchent un peu les côtés un peu inattendus. Ils explorent de nouvelles voies. Ce sont des iconoclastes, on pourrait dire, en termes au niveau du sol. Mais je pense que face à un mec qui a de solides fondamentaux, et Rosa, je pense que c'est déjà plus ou moins le cas, ça va être un peu plus compliqué. Donc je peux voir une soumission, mais je vois plus une décision. Je pense je donne à Bryce Mitchell, mais par décision. Ouais, idem. Il est quand même bon au sol, hein, notre cher Rosa. Non, il est bon. Mais c'est pour moi, c'est pour ça que c'est parfait ce match-up, c'est que justement, face à une opposition vraiment intéressante quand même d'un cas comme Charles Rosa, qui est quand même un mec qui a un bon niveau, parce que voilà, Polydome l'a dit, c'est vrai qu'il y a vraiment cette touche Eddie Bravo qui est une activité constante, des changements de position constants, et pas forcément une recherche d'une position particulière, c'est vraiment s'adapter à n'importe laquelle des positions dans laquelle tu es pour avancer, menacer constamment de transitionner ou en tout cas de soumettre. Et justement, c'est parfait parce que je suis curieux de voir, parce que quand même, il y a des gars qui sont capables de le faire au plus haut niveau, que ce soit les Carlos Condit, les Tony Ferguson, qui sont d'ailleurs tous les deux issus un peu de l'école Eddie Bravo, ou en tout cas qui y sont passés. Est-ce que Bryce Mitchell est capable, parce que donc tout ça pour dire, c'est possible d'avoir ce style-là au plus haut niveau, et justement, je suis très très impatient de voir si Bryce Mitchell fait partie de ces gens-là justement qui sont capables d'avoir ce style extrêmement dynamique, mobile et constamment en transition fluide et en mouvement au plus haut niveau. Eh bien voilà, messieurs, on va terminer par les 3 pronostics les plus attendus. Si vous êtes là, vous avez tenu 44 minutes avant d'y avoir droit, donc on va y aller, messieurs, crescendo. Francis Ngannou contre notre cher Jairzinho Rozenstruik. On a fait la prévue, nous vous invitons à écouter ou à regarder le podcast qui s'était porté sur ce choc heavyweight. Alors, messieurs, on va commencer par Polydome. Moi, je parie jamais contre Francis. C'est une règle, donc je vais donner Francis KO au second round sur Rozenstruik. J'aimerais bien, putain, ce serait tellement bien que ce soit au second round. C'est-à-dire qu'on a eu un premier round entier, quoi. Complètement. Mais parce qu'il est dur et il n'est pas là pour perdre, en fait, Rozenstruik. Donc je pense que même si il va peut-être prendre un knockdown et tout, il va se rallier, quoi. Il est pas dans une situation, on va dire, confortable où il est déjà installé dans la catégorie où il peut se permettre de perdre un combat par KO. Il sait que de toute façon, il sera. Et surtout qu'il est invaincu en plus. Donc il est invaincu, aussi, donc il doit jouer sa chance contre. Et franchement, il est bon, quoi. Il a largement ses chances contre Ngannou. Moi, je pense juste qu'Ngannou a le côté, encore une fois, plus athlétique, et même s'il a moins d'expérience en striking que Rozenstruik, il a un côté. Je le trouve meilleur en fait, même s'il a pas, même si on va me dire ouais, c'est pas un kickboxer du niveau de Rozenstruik, c'est vrai, mais c'est pas pareil déjà le kickboxing et le striking de MMA, et je trouve que ce que fait Francis Ngannou en MMA, c'est peut-être plus minimaliste que ce que fait Rozenstruik, mais c'est quand même diablement efficace. Donc second round pour Ngannou. Mr. Rust. Ngannou KO premier round. Ouais, eh bien, même avis, parce que je pense que notre cher Biggie Boy, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais je pense qu'il est peut-être un petit peu trop confiant et qu'il va arriver, à mon avis, un petit peu trop la fleur au fusil. Il l'a dit beaucoup en interview, il sait qu'il y a le risque de se faire mettre KO, mais il a dit, je vais pas hésiter à justement lui mettre la pression. Et je pense que ça va un petit peu se retourner contre lui, je pense. Parce que surtout pour le coup, le fait que ce fameux combat contre Derrick Lewis, à moins qu'il y ait une nouvelle petite faillite un peu mentale de Francis Ngannou, il sait justement ce qui peut se passer quand il n'est pas lui-même. Et là, quand il verra justement Rozenstruik arriver pour lui mettre la pression, je pense que c'est un bon, ok, mon coco, on va faire ce qu'on sait faire. Ok, c'est la guerre.
Ouais. Mais c'est une bonne. Mais j'avoue, c'est vraiment une bonne remarque. J'y avais pas pensé du tout. Le fait que la confiance de Rozenstruik, parce qu'il est invaincu, et on sait comment pensent les invaincus en MMA. On pense à Adesanya, mais Darren Till à l'époque, n'importe qui. Voilà. Tout le monde, quand il est invaincu, a ce sentiment un petit peu c'est pas d'impunité, mais intouchable, quoi. Ouais. Et c'est vrai que malheureusement, il l'a, heureusement pour lui. Et c'est un peu comme disait Clint Eastwood, tu vois. La bonne nouvelle, c'est que t'es mère. La mauvaise nouvelle, c'est que t'es mère, tu vois. Et ben là, c'est pareil. La bonne nouvelle, c'est que tu as une super confiance en toi et que c'est génial parce que ça te permet de passer des épreuves de ouf et tu as un mental d'acier. La mauvaise nouvelle, c'est que tu as une confiance en toi qui est jusqu'au sommet. Et donc, tu vas arriver sur Francis Ngannou, avec hâte d'en découdre. Arriver sur Francis Ngannou avec hâte d'en découdre, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Je pense qu'il faut quand même être courageux, il faut quand même pas s'effondrer face à Ngannou. Mais courageux, oui. Que l'idée de se dire je vais y aller, je vais le mettre KO, enfin je vais essayer de trouver un point, je pense que c'est pas la bonne approche effectivement en fait. Là, je te rejoins. En revanche, l'idée de se dire j'ai rien à envier à Ngannou, il a ses qualités, j'ai mes qualités, je vais pas m'effondrer mentalement parce que je pense qu'il y a beaucoup de combattants contre Ngannou, au-delà du fait qu'il a un pouvoir de KO énorme, mais il s'effondre mentalement. Moi, je pense que Curtis Blade, c'est ça. Hein, c'est-à-dire, et la preuve que ça l'est, c'est que sur le premier combat, il connaissait pas Ngannou, il a tenté crânement sa chance, il s'est fait fermer l'œil et ça a été très très compliqué, mais ça a duré quand même 2 rounds. Et sur le deuxième combat, tu sentais qu'il était comme ça, tu vois. Enfin, vraiment, je peux pas le blâmer, quoi, mais c'est clair. Donc, c'est pour ça aussi que je pense que ça va durer un peu plus longtemps. C'est qu'à mon avis, justement, comme il va pas flipper, enfin flipper, je suis dur, mais il va pas, tu vois, il va pas se recroqueviller. Ouais, non, pas trop d'appréhension, oui. Et donc là-dessus, je pense qu'il y a moyen que ça dure un peu plus longtemps pour ça. Nous vous invitons bien évidemment à participer au jeu des pronostics en commentaire. Co-main event, messieurs, Henry Triple C Cerudo contre notre cher Dominic the Dominator Cruz pour son grand retour après quasiment 4 années d'absence, messieurs. Moi, je vois décision unanime d'Henry Cerudo. Je n'ai pas peur de le dire. Ouh. C'est tellement dur. C'est tellement dur. Bah voilà, on a déjà fait la preview. Oui, on a aussi déjà fait la preview complètement, mon cher. Je pense qu'à un moment donné, pour le coup, c'est ce qu'on a dit précédemment. Ça va se croiser en fait. Je pense que le début du combat sera en faveur de Dominic Cruz. Et allez, fin de deuxième round, ça va violemment. Dès le deuxième, je pense que ça va basculer. Ouais. Ouais, moi, je suis emmerdé par ce combat. Je suis emmerdé parce que j'aimerais y croire. Il y a une part d'enfant qui aimerait y croire. Et en plus, il y a des raisons d'y croire parce que Dominic Cruz, il a vraiment, c'est un combattant exceptionnel. Mais là, ça fait quand même beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup quand même. Là, il y a le gap, le fait de tomber sur un mec qui est pour le coup vraiment en pleine bourre. Enfin, les blessures, l'âge, le fait que mine de rien, il a rencontré des mecs excellents, hein, TJ Dillashaw, Garbrandt et tout ça, mais je sais pas, c'est tellement espacé dans le temps que finalement il n'a pas l'intensité de compétition, même s'il il a fait face à des gens du même niveau. Mais franchement, la putain de série sur laquelle il est, là, Cerudo, c'est quand même juste mais incroyable, quoi. Enfin, je veux dire, Demetrius Johnson, on en pense ce qu'on veut, mais au moins on peut s'accorder pour dire qu'il a fait un excellent combat contre Demetrius Johnson. Ouais. Victoire éclair en blitz contre le meilleur bantam, un des meilleurs bantam de tous les temps, on peut dire. Et victoire contre un des nouveaux qui faisait flipper tout le monde juste avant de perdre contre lui. Donc, et puis aussi de ce qu'il apporte physiquement. Parce que c'est vrai que Cerudo, c'est pas juste 5 rounds. Tu sais, pendant 5 rounds, t'as un mec qui est sur toi et qui va pas te lâcher. Donc c'est pour ça, moi je suis d'accord, mais j'aurais tendance à être un peu plus dramatique que Guillaume. Et même si Dominic Cruz je crois qu'il a été soumis par Urijah Faber, mais c'est tout. Complètement. C'est tout. Mais je pense que là, quand même, je vois bien le TKO au round 4. Je vois bien, tu sais, sur une accélération. Ouais, tu sais, genre contre la cage, et puis knockdown, puis grand and pound. Enfin, c'est... Ce qui est possible. Parce que je pense aussi, et ça c'est un peu dur, mais j'ai vraiment peur qu'Henry Cerudo ne respecte pas en fait le striking de Dominic Cruz. Et un peu comme ce qui s'est passé finalement face à Cody Garbrandt,
qu'ils se disent bon bah ok, tu vas certes pouvoir me toucher, mais après même comme on l'a vu contre Marlon Moraes, où il peut vraiment se prendre des gros coups et finalement tu as l'impression pas qu'il en a rien à faire, mais que s'il se dit j'ai quand même envie d'avancer, il va quand même avancer. Et quand on voit ce que Marlon Moraes peut faire, donc quand même le mec il t'envoie des putains d'enclumes, là j'ai vraiment peur pour Dominique Cruz. T'es ce côté, il va certes toucher au début, mais ça va pas lui faire grand chose à Henri Cejudo, et quand il va vouloir vraiment avancer, à faire bon bah ok ça y est. Vraiment une impression de c'est inéluctable. Il va se passer ce qui doit se passer. Ouais. Je vous rejoins. Et puis je vais aussi me ranger du côté d'une finition de comment s'appelle-t-il Cejudo. De Cejudo et KO round 5. On applaudit nos pronostics d'ailleurs. On applaudit nos propres pronostics. Ouais. Complètement. Et on va finir donc avec le main event entre Tony Ferguson et Justin Gaethje, messieurs, pour la ceinture intérimaire lightweight. Suspense est à son comble, mais j'assume mes choix et je vais dire Justin Gaethje par KO au premier round, et croyez-moi que ça me fait beaucoup de mal de dire ça. Attends, j'ai pas suivi. T'as dit qui au premier round? J'ai dit Justin Gaethje par KO, victoire de Justin Gaethje par KO au premier round, et j'ai pas envie de voir ça, mais j'ai vraiment peur que c'est ce qui arrive. Là, ça fait chier de le formuler en fait. De l'entendre là. Pour moi, ce match c'est du 50-50. Honnêtement, avec même, je dirais même 55 pour Gaethje et 45 pour Tony Ferguson, parce que c'est pas un match-up avantageux pour Ferguson. On en a déjà longuement parlé. Ouais. Ça va vraiment, à mon avis, ce qui va se jouer, c'est sur la faculté de récupération et sur l'opportunisme de Justin Gaethje. Justin Gaethje, il aura quelques opportunités, il ne faudra pas qu'il les loupe. Mais tu vois, si ça doit se faire, ça doit se faire dans les premières minutes du combat. Honnêtement, c'est comme ça que je le vois. Et ça peut vraiment se passer. En revanche, quand même, je ne sais pas si c'est parce que je l'appelle de mes voeux. Et pourtant, j'ai confessé que j'étais le number one fan de Justin Gaethje, mais il y a des moments où il faut être juste dans la vie. Et je ne sais pas si c'est objectif ou si c'est parce que j'ai envie de faire un peu la prophétie autoréalisatrice, mais je vais quand même dire victoire dans la douleur et dans le sang de Tony Ferguson. Bon, ça me fait du bien de l'entendre dire là, déjà. J'ai tellement peur. Et pareil. C'est tellement un traquenard ce combat-là, et tout est contre Ferguson. J'en appelle au ciel, même messieurs là. Mais parce qu'en plus, ce qui est terrible, c'est qu'à mon avis, s'il perd, parce qu'il va perdre salement. S'il perd, il perdra salement. C'est clair. Je pense qu'il va se faire face planter s'il perd. Ouais, et en revanche, là, ça va sonner l'Alali en fait pour la carrière de Ferguson. Ouais. Et en plus, il aura personne qui viendra le repêcher. C'est-à-dire, il va couler dans les eaux, et c'est pas Dana White qui va jeter la bouée. Hein. Il va plutôt lui jeter l'enclume et démerde-toi mon pote. Donc ça fait vraiment chier. Donc c'est pour ça que je te dis, je suis emmerdé. Je sens que je suis pas objectif. Parce que même s'il est très très bon et que sur le papier c'est le favori, moi je trouve que le match-up l'avantage pas. Les conditions sont vraiment, c'est l'embuscade ce combat, quoi. C'est l'embuscade. Et mais bon quand même, putain, je dis Tony Ferguson, décision. Allez, 5e round. Que les dieux du MMA vous entendent. Pareil, même si c'est horrible, parce que là c'est même au-delà de l'image. Parce que je vois aussi l'image de Gaethje qui connecte, et genre, mais vraiment, c'est KO instantané. C'est-à-dire qu'on connaît le Tony Ferguson qui se relève, machin. Ça va être la première fois où on voit Tony Ferguson qui ne se relève pas, en fait. Et au-delà de l'image, c'est ouf, mais on a déjà eu, on est fan de MMA, il y a déjà eu plein de moments où, en gros, tu sais, t'as ressenti cette tristesse parce qu'il y a quelqu'un que t'aimes bien qui, pour la 3e fois, il se fait défoncer ou un truc comme ça. Là, j'ai déjà la tristesse avant même d'avoir ce combat-là. Je suis prêt à être triste et à me dire merde. Bon, parce qu'en fait, c'était Tony Ferguson. Le truc qui rend fou dans ce combat, c'est que le déroulé est foncièrement injuste. En fait, c'est ça en fait le truc. C'est que c'est une chose de voir ces combattants fétiches perdre parce qu'ils sont sur le déclin. Tu vois, moi typiquement le truc enfin, tu vois, j'ai les larmes aux yeux quand je vois ça, c'est genre quand Fedor commence sa série de défaites, ou alors quand il se fait à moitié tuer par Fabio Maldonado. Là, c'est terrible. Là, je suis aux portes du désespoir. Mais bon, quelque part, je vais te dire, il a eu sa carrière, et
On lui a pas cassé son élan, on lui a pas tendu une embuscade juste avant d'avoir le titre du Pride, avec un combattant qui était très dangereux stylistiquement pour lui en fait. Et là en fait, Tony Ferguson, il y a vraiment cette impression de complot quoi. Tu vois, vraiment c'est genre bon, il faut le dégager parce qu'il fait chier quand même Tony Ferguson. Ouais. Cela dit les gars, je préfère quand même qu'il perde contre Justin Gaethje plutôt que contre Anthony Pettis lors de son retour à l'UFC 220. Oui, c'est sûr, mais ouais, non, c'est assez horrible parce qu'on a vraiment, c'est tellement frustrant. Oui, sa carrière aura décollé dans le sens où il aura combattu les meilleurs, il est sur 12 victoires d'affilée, etc. C'est énorme, mais il y a cette impression c'est déjà triste parce que il quitterait le MMA game sans avoir été champion, sans jamais vraiment avoir décollé, mais dans le sens, maintenant vous voyez ce que je veux dire, je pense quoi. Et ça va être tellement dur si ça arrive. Ça me fait peur et on va se faire allumer en commentaire. Les mecs ils disent mais réveillez-vous, il va gagner, tout ça. Oui, il y a de grandes chances, mais je sais pas, c'est très étrange là. C'est vraiment ça, c'est vraiment réussir à passer ce premier round. Quoi. Moi je vais être. Exactement. Pendant tout le combat. Mais parce que finalement, ce qui risque de lui arriver, c'est un peu la carrière de Jérôme Le Banner, quoi. Tu vois, genre le roi sans couronne, quoi. Et ça, c'est bon, c'est cool pour la légende, mais c'est cool pour la légende pour les putains de geeks du MMA, quoi. C'est pour la doxa, les gens vont pas se poser la question, ils vont dire c'est qui Tony? Ah, c'est celui qui s'est fait face planter et qui pensait qu'il allait pouvoir battre Khabib parce que je vois déjà les commentaires. Ça m'énerve, ça m'énerve. Les gens parlent comme ça. Là, il mériterait d'être dans la cage avec Tony Ferguson pendant un round, tu vois. Et pas le premier round, croyez-nous. Le 5e round. Alors, et donc, Rust, le pronostic? Du coup. Alors, il faut pas que je dise que ça va se passer, sinon ça va se passer. Sinon, ça va pas se passer. Donc, il faut que je fasse de l'inverse là. Donc, je vais dire Justin Gaethje KO round 1. Donc, ça veut dire que maintenant, je me laisse une chance que Tony Ferguson gagne. Voilà. C'est comme Federer en fait. Quand tu le regardes jouer, il perd, mais quand tu le suis ses résultats de loin, il gagne. Là, c'est pareil. Donc, je vais dire Justin Gaethje victoire par KO, comme ça, au moins dans ma tête, ça veut dire que je garde l'espoir que Tony gagne. Mais attends, et Guillaume, tu l'as donné? J'ai dit KO Justin Gaethje première. Oh putain. Ouais. Ah mais ça me fait pas plaisir, mais ça. Ouais. Je le sens tellement pas. Pareil, j'ai un très mauvais pressentiment. Ouais. Il a cette aura de maudit en fait. Exactement. Les blessures, il se fait ses camps d'entraînement tout seul, il perd de l'argent et son combat n'a même pas eu lieu. Qui est reporté. Ouais, non, mais c'est ça. Et voilà, t'as un peu cette espèce d'impression c'est un peu Superman et Bizarro entre un mec comme Conor et un mec comme Tony, tu vois. Des mecs qui se donnent corps et âme à leur truc, à leur craft, à leur volonté de devenir le meilleur artiste martial possible. Sauf que t'en as un, les dieux lui ont dit non, et t'en as un autre, les dieux ont dit vas-y, on te donne tout, et puis balance-toi. Et le fait que vraiment, pour moi, c'est le fait que Justin Gaethje et Trevor Whitman, ils savent parfaitement qu'ils ont vraiment qu'un seul round, en fait. Et ça, moi, ça rend le truc d'autant plus dangereux, c'est que le mec, il sait que c'est pas du tout les dispositions habituelles dans lesquelles il accepte des combats, donc à savoir pas préparer. Il sait que si ça passe ce cap-là, il va être dans la merde. Et je pense que Trevor Whitman lui a dit aussi, mec, c'est bien cool de se prendre des coups. Ce qu'il a dit d'ailleurs même avec Dan Hardy, qu'il adorait se prendre des coups, mais qu'il s'est rendu compte que finalement, c'est pas une bonne option pour la suite de sa carrière et de sa vie. Donc je pense vraiment qu'ils vont y aller en mode all-in pendant un round. Et voilà. Enfin bref, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos pronostics en commentaire. Shout out to my sweet protein. Moins 40% avec le code la sueur ou moins 38% minimum avec le code promo la sueur. Notre cher Polydomso vous souhaite une très bonne soirée. Soit.